donc 56e séance. On a reçu beaucoup de monde de tous les domaines, très pluridisciplinaires, très transdisciplinaires, des philosophes, des architectes, des designers. On a eu des sociologues, un photographe, des plasticiens. Et que ce séminaire, depuis l'an dernier, on l'a thématisé. Toute l'année 2021 a été consacrée à la question du prendre soin. Ça nous a donné l'occasion de parler de santé, d'architecture, de design, avec des architectes d'intérieur, des architectes, des philosophes, avec des enseignants aussi de Camondo en SHS, en sciences humaines et sociales, Manolita Freret, Filippi et Aurélien Fouillet, qui sont venus faire une discussion à propos du Caire. Et cette année, 2022, va être entièrement consacrée alors à la question générale et particulière de la scène, performance et théâtralité. C'est en fait j'allais dire, c'est un peu le point de départ du développement du département de la recherche à Camondo. Alors je dis ça pour les étudiants parce que c'est important, mais aussi pour les gens qui nous écoutent, puisque le séminaire, la séance est retransmise en direct sur YouTube. Donc un petit coucou aux youtubeurs. Cette idée que Laure Fernandez, à qui je vais passer la parole très rapidement, est en charge du pilotage d'un programme de recherche sur cette question de la scène, performance et théâtralité au pluriel. Alors, il faut savoir que ça correspond à des préoccupations qui sont inhérentes à l'école. On fait de l'architecture intérieure, mais on n'est pas loin parfois des plateaux, de la scène, de la scénographie, des scénographies, que depuis maintenant 2 ans, alors on en a quelques représentants ici ce soir, on a monté avec l'école d'architecture, l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, un master spécialisé autour de la notion d'architecture et scénographie. Et donc il y a évidemment une dynamique et une synergie qui se met en place entre ce séminaire et puis cette formation post-diplôme qui se déroule principalement à Belleville, mais un petit peu aussi ici, formation dans laquelle intervient Laure, et il y a évidemment des correspondances, des synergies entre les deux. Et puis pour les étudiants de 4e année, alors on a fait passer le message qu'il va falloir venir à ces séminaires. On les a rendus obligatoires il y a bien longtemps maintenant, donc vous avez vu que ça marche très très bien de rendre les choses obligatoires. J'espère qu'il y en a beaucoup derrière leur écran qui suivent ces interventions. Alors ça ne veut pas dire que ça va nourrir directement vos travaux de mémoire, mais vous allez voir que c'est dans ces séminaires qu'il y a des choses qui se déclenchent. C'est-à-dire que vous avez des gens qu'on fait venir, qui maîtrisent, qui sont experts dans leur domaine, qui viennent nous parler de leurs travaux, de leurs recherches, de leurs pratiques, et que ça va vous aider aussi à construire votre propos et votre discours dans le cadre du mémoire, qui, je vous le rappelle, est une des composantes de votre diplôme. Alors, j'ai déjà trop parlé, je laisse la parole à Laure, qui va nous présenter notre intervenante ce soir, que je remercie infiniment d'être là. Et puis, on aura l'occasion, je pense, d'échanger à un moment de cette intervention ou après cette communication autour de ces questions que vont soulever ou que va soulever Raphaël Patou. Je te passe la parole. Merci Alexis. Comme c'est la première séance, alors Alexis expliquait, c'est un séminaire qui se donne depuis maintenant plusieurs années, mais qui, dans cette programmation scène, performance, théâtralité, est donc à sa première édition aujourd'hui. Et peut-être pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Laure Fernandez, je suis enseignante-chercheur en théâtre et art du spectacle. Et donc moi je suis spécialiste de la question de la scène contemporaine en fait, et en particulier des relations entre le théâtre et les autres arts, des formes interdisciplinaires, transdisciplinaires, etc. Travail qui a donné récemment lieu à la publication d'un ouvrage avec Bénédicte Boisson qui interviendra plus tard dans le séminaire, et Éric Vautrin, et qui s'intitule « Le 5e mur, formes scéniques contemporaines et nouvelles théâtralités » que vous pouvez trouver à la bibliothèque de Camondo. J'enseigne donc dans diverses écoles d'art et de design, et j'encadre notamment depuis 3 ans les mémoires à Camondo, Paris et Toulon. Et j'interviens également dans le cadre du master, comme le disait Alexis, autour de l'histoire de la mise en scène moderne et contemporaine. Et parmi les axes de recherche questionnés par Camondo se trouve donc cette question des scénographies, un terme qui a été volontairement adressé au pluriel, tant cette pratique a vu ses champs et domaines se développer ces dernières décennies. Donc quelques mots sur cette thématique. Déjà, si le travail scénographique est ce qui permet, et là je cite Marcel Fredfond, qui était un spécialiste de la scénographie, de rendre l'espace actif et même acteur, de définir un point de vue signifiant sur le monde,
d'élaborer des dispositifs et des lieux scéniques qui en assurent la mise en œuvre, d'assurer un travail réfléchi de découpage de l'espace, du temps, de l'action, eh bien, le travail scénographique intéresse évidemment forcément l'architecture intérieure en ce qu'il installe par tous les moyens, matériels comme immatériels, au sein du cadre bâti ou de l'existant, et il excède les seules questions de décor ou de représentation, comme nous le verrons au cours du séminaire. La scénographie projette donc au cœur du projet des questions de mise en scène, que ce soit d'objets, d'espaces, de corps, de paroles, d'archives, et s'inscrit dans l'éphémère tout en construisant des temporalités complexes. Et donc dans cette première année, par cette carte blanche donnée par Alexis au sein du séminaire Usage et ambiance pour habiter, ce programme de recherche propose de questionner d'un point de vue technique, pratique et théorique ce qu'est une scène. Comment s'instaure une scène? Qu'est-ce qu'elle instaure? Est-ce qu'elle est un cadre pour la performance ou est-ce qu'au contraire, elle surgit de la performance, de l'action? En quoi elle organise aussi un certain type de regard, un certain type d'attention ou d'expérience pour les spectateurs? C'est ce qu'on verra aussi avec Bénédicte Boisson plus tard dans le séminaire. Et il s'agira donc d'observer la façon dont ce dispositif structurel et structurant est devenu opérant au-delà du champ des arts dits du spectacle pour irriguer le travail des architectes, designers, plasticiens, muséographes, en s'intéressant donc cette première année pour commencer au lieu de l'émergence de la pratique scénographique, c'est-à-dire le théâtre. Et donc les séances pour ce semestre auront lieu le 24 mars, le 14 avril et le 2 juin. Le programme est en ligne sur le site de la recherche de Camondo. Et 3 autres séances auront lieu entre septembre et décembre qui donneront à chaque fois la parole à des chercheurs, à des praticiens et qui petit à petit vont aussi ouvrir ce champ. Mais en fait, on va voir dès aujourd'hui que même le réfléchir en lien avec le théâtre ne veut pas dire le fermer du tout. Et un mot enfin à destination donc, des étudiantes et étudiants de Camondo et de Belleville. Cet axe de recherche est donc, comme le soulignait Alexis, en début de travail. Et mon idée, mon intention, ce serait de composer petit à petit un groupe de réflexion et de faire évoluer en fait cette réflexion aussi par l'alliance, la collaboration. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'Alexis ou de moi. Et je souhaite également que les séances du séminaire ne soient pas seulement, là c'est un peu le cas, mais animées par moi seule en début de séance, mais que vraiment aussi vous vous empariez des questions, que vous interveniez dans l'échange, dans le second temps évidemment du séminaire. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis d'ailleurs très heureuse d'accueillir Lou Delépine, qui est diplômée de l'école en 2021, dont le travail s'intéresse à la façon dont un objet peut être vecteur de performance et qui a accepté aussi aujourd'hui de s'impliquer plus particulièrement dans la préparation du séminaire en fouillant un peu, observant le travail mené par Raphaël Patou. Donc les ponts entre vos pratiques et les arts du spectacle, j'espère que je vous l'aurai montré, sont riches et nombreux et notre invité du jour en témoigne très très fortement. Donc j'ai le plaisir de vous présenter le metteur en scène, auteur et pédagogue Raphaël Patou. Raphaël Patou a suivi des études théâtrales à l'université de Franche-Comté et a peu à peu rassemblé autour de lui une équipe d'artistes formés dans des écoles nationales supérieures d'art. Après avoir travaillé comme assistant et collaborateur artistique auprès de plusieurs metteurs en scène, Raphaël a mis en scène des textes de Pasolini, Dostoïevski, Molière, Büchner, David Foster Wallace. Il a travaillé autour de l'œuvre de l'historien de l'art Aby Warburg et des journaux de Joseph Goebbels. Il a également mis en scène ses propres textes. Et Raphaël, tu fais partie de l'ensemble artistique du Centre dramatique national de Dijon et tu es artiste associé au Théâtre de la Cité internationale de Paris pour la saison 21-22. Donc vous pouvez aussi suivre le travail de Raphaël là-bas. Et parallèlement, Raphaël intervient auprès de publics dits en difficulté dans des hôpitaux et des centres sociaux. Il enseigne également dans des formations d'art plastique, d'art appliqué, d'architecture, en proposant notamment des workshops et des temps d'expérimentation. Et donc l'intérêt de Raphaël pour l'architecture l'a peu à peu amené à initier des projets avec des structures dédiées à la promotion de cet art et avec des architectes
Il est en partenariat avec le Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement de la métropole de Lyon pour des actions artistiques et pédagogiques. Il collabore par ailleurs à la Preuve par 7, dirigée par Patrick Bouchain, et travaille sur le projet de la rénovation du collège jésuite de Billom en Auvergne. Et Raphaël multiplie de plus en plus les occasions de mettre en lien le théâtre et l'architecture. Et c'est donc tout naturellement que nous avons souhaité l'accueillir pour cette première séance à l'école Camondo, où nous avions déjà pu le rencontrer cette année autour de son spectacle Bâtir, qu'il présentait en octobre au Théâtre de la Cité internationale. Car le travail scénique, les outils du théâtre et de l'acteur en particulier, semblent à Raphaël un moyen de regarder la question du bâti et de la cité sous un angle original. Et donc Raphaël nous propose aujourd'hui une intervention intitulée « Un espace pour jouer ». Et je te donne la parole, Raphaël. Et donc nous aurons un temps d'échange à l'issue de cette intervention. Ouais. Je me permets de retirer mon masque pour avoir un tout petit peu plus de confort. Est-ce que ça va pour le son? Ouais, ça marche. Du coup, oui, Laure vient de faire une biographie des différents travaux que je peux conduire. Mon métier principal reste la mise en scène. Ensuite, il se trouve que mon chemin m'a peu à peu amené sur la question de l'architecture et à moins enseigner dans des écoles de théâtre que dans des écoles d'art appliqué, d'architecture. Ce qui fait que j'ai conduit des workshops à l'ENSA de Lyon ou à l'École des Beaux-Arts. Et dans ce qui a été évoqué, il se trouve aussi que j'ai eu la chance de rencontrer l'architecte Patrick Bouchain qui a vu un de mes précédents spectacles. Et de là, il m'a proposé assez rapidement qu'on travaille ensemble. Patrick Bouchain a cette particularité, et c'est ce qui fait que je pense aussi on se ressemble et on se rencontre, de venir de la scénographie avant d'aller sur l'architecture. Et il n'a même jamais été architecte à proprement parler, et ce qui fait qu'il a toujours été sur plutôt de la rénovation de bâtiments. Et tout ça trouve des échos avec mon travail, et justement je voulais mettre pour commencer cette citation de Patrick Bouchain, c'est le début de sa conférence quand il a parlé du permis de faire, c'est-à-dire qu'il a fait passer un texte de loi qui permet aux architectes d'expérimenter en architecture, c'est-à-dire de se passer de certaines commissions pour entreprendre leur geste d'architecte et qu'on puisse juger a posteriori si l'équipement qui a été créé répond aux exigences des différentes réglementations. Et il commence cette conférence, et je trouve ça très très beau, et j'aurais aimé le dire à sa place, mais c'est lui qui l'a dit, et je vous le lis. Parole en cours. J'éprouve un grand plaisir à vous parler aujourd'hui, car il y a quelque chose dans l'échange avec le public, dans la parole et dans vos regards, qui m'aide à comprendre les choses. Il m'est impossible de parler dans le vide. Cette conférence donc me ravit, et je vais tâcher de la prononcer comme si elle procédait d'un entretien, d'une réflexion en cours. Je ne me contenterai pas de vous conter ce que j'ai fait, de vous raconter le passé, comme c'est souvent le cas des conférences d'architecture. Je vais plutôt parler de ce vers quoi je me projette, car c'est une habitude que j'ai de me pencher sur ce qu'il y a à faire, ce que je veux et peux encore faire. Je vais simplement vous exposer ma réflexion du jour. Il y aura peut-être un peu de désordre, car j'improvise toujours, ou tout au moins je travaille sans filet. Ainsi que j'aime à dire, l'idée vient en parlant. La conférence sera donc enrichie de rapports que j'aurai avec vous pendant la prochaine heure. Je vous cite ça en introduction. Alors, je m'approprie un peu les paroles de Patrick Bouchain sur cette conférence, mais parce que moi, l'idée, j'ai l'impression qu'au travers de cette citation, il parle très bien du rapport à ce que je considère être le théâtre. Ça répond tout à fait aux problématiques que je souhaite travailler. Dans l'idée qu'on est toujours dans le cadre d'une représentation, face à quelque chose en train de se construire, quelque chose qui n'est pas figé, et qui se construit
collaboration avec le spectateur. C'est-à-dire que je ne considère pas que le théâtre est né ni dans la salle, ni sur la scène, ni dans la salle, mais bien dans l'espace entre les deux. Et que dans cet espace, il y a un ensemble de gestes, un ensemble de prises de parole, un ensemble de signes qui demandent à être interprétés et reçus par les spectateurs pour que le théâtre puisse avoir lieu. Et je crois, c'est là où notre rencontre n'est pas fortuite, que cette relation à l'autre mérite aujourd'hui d'être cultivée, ce qui explique que, et le fait de se mettre en lien, ce qui explique que je m'autorise beaucoup à aller intervenir dans des sections de design textile, alors que je ne suis pas designer textile, mais metteur en scène, mais de créer comme ça des jeux d'analogie entre différents arts pour essayer de nourrir les pratiques respectives. Comme je vous le disais, je suis principalement metteur en scène et le premier spectacle que j'ai créé autour de la question de l'architecture et du bâti spécifiquement s'appelait Citanova. Et c'est une forme que j'ai créée pour un acteur qui s'appelle Damien Houssier, en collaboration avec la scénographe Géraldine Truber et la costumière Sigolène Pété. Et j'ai véritablement créé ce spectacle pour cet acteur dans le sens où il bénéficie d'une forme de virtuosité au plateau. Et je l'ai mis au défi qu'on puisse s'emparer d'un sujet qui est rarement abordé au théâtre. Et je me suis autorisé dans l'écriture de ce spectacle à réaliser une forme de montage monstre entre des textes personnels, des textes issus de la littérature, des textes d'architectes, des textes d'économie, un peu la Bible, un peu Baudelaire et que sais-je encore. Et ce jeu comme ça, avec la logique du montage, textuel mais aussi en images, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail iconographique qui a été réalisé, pour moi c'est véritablement l'occasion d'essayer de proposer au spectateur un moment où il a le sentiment que le présent est en train de se construire sous ses yeux. Et on a eu tout un travail justement sur cette notion de parole en cours où on rêvait au tout départ de la création ce que le spectacle, que Damien connaisse un ensemble de textes et que suivant ce qui se passe et ce qu'il sent pendant la représentation, il s'autorise à citer un texte ou pas au moment où il veut. Il se trouve que petit à petit on est arrivé à une sorte de montage qui nous semblait convaincant, donc finalement on donnait le signe de cette improvisation, mais finalement c'était extrêmement répété. Tout ça pour, entre guillemets, stimuler le spectateur, lui donner envie de jouer avec nous et de prendre du plaisir tout simplement à ce moment théâtral. Et Citanova, donc ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'improvise architecte, qui n'a aucune formation. Et c'était une sorte de conférence gesticulée. Et donc avec la scénographe Géraldine Truber, on a travaillé sur un dispositif complètement démontable et assez léger, qui vient évoquer comme ça l'atelier d'archi, l'atelier d'artiste, avec cette sorte de système d'accroche à partir de pinces, parce qu'il se trouve que ce spectacle était destiné à des lieux non équipés et qu'on devait pouvoir bouger très facilement et parce qu'on l'a tourné dans plein de contextes différents. Cette relation que je peux avoir avec les logiques de montage et de démontage, je l'applique à l'historien de l'art Aby Warburg. Je vais essayer de vous faire un topo rapide sur Warburg, mais en gros Aby Warburg, historien de l'art, qui est l'un des premiers à sortir de l'histoire de l'art, à sortir dans la manière de faire de l'histoire de l'art d'un récit chronologique et géographique. Et il s'autorise des passerelles entre des œuvres d'art qui n'ont aucun lien apparemment, et vraiment sur un jeu d'analogie formelle. Et il a réalisé un ensemble de planches comme ça, photographiques, de reproduction d'œuvres. Et là, c'est la planche autour des Vénus, où il s'autorise à faire des passerelles. Il se trouve que Aby Warburg a été malade à la suite de la Première Guerre mondiale. Il a cru qu'il était responsable de la défaite de l'Allemagne. Il a été interné et Aby Warburg a eu le sentiment que c'est par son travail d'historien qu'il retrouverait une certaine santé mentale. Et on a aujourd'hui la trace et de son travail d'historien
et les journaux de son infirmière et de son médecin qui est le psychiatre et psychanalyste Ludwig Binswanger. Et ce qui est très joli dans cette documentation, c'est qu'on sent l'évolution de son état psychique avec son travail d'historien. Et longtemps, le travail d'Aby Warburg a posé problème en se disant est-ce que c'est l'œuvre d'un fou, est-ce que véritablement ça a une validité scientifique ou est-ce que ça a une validité scientifique. Le grand héritier d'Aby Warburg aujourd'hui, c'est Didier Huberman, et qui subit peu ou prou les mêmes discussions autour de son travail en se disant bon, est-ce que c'est fantaisiste ou est-ce que c'est un réel apport. Si je vous raconte ça, c'est que c'est pour moi, par rapport à cette conférence autour de la question de l'espace pour jouer, constitutif de mon travail dans le fait de s'autoriser à faire les choses et de pouvoir avoir un travail comme ça qui poursuit une sorte d'horizon ouvert, c'est-à-dire que je n'ai pas dans ma démarche le désir de formuler quelque chose à proprement parler, de transmettre un message, mais plutôt d'être à l'endroit du processus, du travail en cours et de plutôt essayer de transmettre une sorte d'énergie, de vitalité. Et ce qui m'a conduit petit à petit à ce spectacle, donc Bâtir, qui a été représenté dernièrement au Théâtre de la Cité Internationale, qui est en quelque sorte la suite du spectacle Chitanova, où ce personnage qui s'improvise architecte a rassemblé autour de lui d'autres amateurs d'architecture, et ils essayent de penser, de jouer les utopistes et de s'amuser avec l'architecture. Je vous ai mis rapidement la distribution et un peu les personnes qui travaillaient dessus pour donner quelques références et les différents partenaires. Et du coup, pour rentrer dans ce travail Bâtir, et dans mon travail de manière générale, ce qui moi aujourd'hui m'importe et ce qui constitue ma commande auprès des scénographes ou des costumiers ou des plasticiens de manière générale qui travaillent avec moi, c'est véritablement la question du jeu. Et du jeu des comédiens en particulier. Et comme je vous le disais, moi je ne suis pas dans une démarche véritablement à vouloir transmettre quelque chose de l'ordre du discursif, mais plutôt d'être soucieux en permanence de proposer des jeux aux différents artistes avec lesquels je travaille, en espérant que ça invite le spectateur dans son écoute à lui aussi jouer et à lui aussi créer du sens. Et je suis toujours dans une forme de lisière entre les endroits où j'affirme et je suis dans une démarche consciente et les moments où je me laisse aller à un certain vertige et à une certaine dérive à la manière des situationnistes, où la question du sens, quelque part, devient plus flottante et devient un peu plus floue. Et c'est toujours ce rapport de tension que je mets en scène. Que je mets en scène et que j'écris, voire même dans mes personnages, c'est toujours une sorte un mouvement entre un regard extérieur de quelqu'un qui essaye dans la parole d'affirmer quelque chose et un mouvement intérieur de quelqu'un qui est en train d'essayer d'élaborer quelque chose. Et c'est cette lisière-là qui m'intéresse. Et du coup, ce qui est central pour moi, c'est cette question de la mise en jeu. Pour alimenter cette question du jeu, qui est problématique au théâtre parce qu'on a des traces de méthodes d'apprentissage de l'acteur, mais on n'a pas véritablement de théorie du jeu. C'est toujours quelque chose qui est pour nous problématique dans l'analyse du jeu de l'acteur, où on prend souvent la question du jeu comme un assemblage de signes, mais pas véritablement comme un mouvement. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé d'écrit. Il y a des théoriciens et pédagogues du théâtre qui théorisent l'apprentissage du jeu de l'acteur, mais pas tellement la question du rendu. Du coup, pour essayer de comprendre ce qui peut se jouer dans l'expérience du théâtre, je m'appuie sur les travaux de Roger Caillois, le sociologue. Alors, c'est des écrits qui commencent un peu à dater sur la question du théâtre, ça mériterait d'être actualisé. Et il arrive comme ça à cette répartition suivante sur les jeux. Sur la première ligne, il fait un tri entre les différents jeux, donc en 4 catégories. L'agone, qui est le rapport à la compétition et au dépassement de soi. L'aléa, qui est donc dans le rapport à la chance et à l'aléatoire. Le
le mimicry qui serait un emprunt de l'anglais qui est plutôt à l'endroit du simulacre, et Calois met le théâtre et les arts du spectacle en général à cet endroit-là, ce qui se tient suivant une certaine forme de théâtre, mais pas pour toutes, et Lilinx, cet endroit du vertige. Si je vous montre ça, je fais un petit excentrement et par rapport à l'architecture et par rapport au théâtre, c'est que j'ai quand même l'impression que je vous épargne la lecture verticale ça serait passionnant, mais du tableau entre le païda qui serait l'impulsion et l'énergie enfantine sans structure qui conduit au ludus, au jeu qui véritablement est structuré et suit un certain nombre de règles. Mais c'est un écrit sur la question du jeu que je trouve intéressant. Là où il m'intéresse, c'est que à partir des 4 catégories Agon, Aléa, Mimicry et Lynx, j'ai le sentiment qu'on peut se mettre à regarder le plateau et voir à quel moment qu'est-ce qui est cultivé sur le plateau. Et là où je le trouve un peu limité, c'est que le théâtre et les arts du spectacle tel qu'il l'entend, on pourrait faire rentrer ça dans, on pourrait faire rentrer dans sa définition la question du drame qui recherche une forme de vérité des émotions et de l'histoire et de la fiction, alors qu'on a quand même tout un ensemble de formes scéniques aujourd'hui qui seraient plutôt, à mon sens, du côté du vertige ou de l'acte performatif au sens du dépassement de soi, et moi c'est une grille qui me permet de m'interroger sur la question du jeu et du coup de concevoir mes espaces, parce que c'est bien là où on va, en réfléchissant à quel endroit, dans quelle colonne je me situe. Par exemple, ce que je vous disais sur le sentiment de l'improvisation, c'est soit je le classerais plutôt du côté de l'aléa, dans le sentiment du hasard, et de solliciter le spectateur à l'endroit de se dire est-ce que c'est fait exprès ou pas, est-ce que c'est particulièrement ce soir ou est-ce que c'est reproductible, ou Lilinx sur le fait de se dire est-ce qu'il y a un problème pendant la représentation, c'est là où il y a un petit côté vertige de se dire mais est-ce fait exprès ou pas, dans lequel est-ce que c'est véritablement l'acteur qui parle ou est-ce que c'est le personnage. Donc pareil, je travaille à l'endroit de la lisière. Je vais sauter le deuxième tableau pour pas prendre trop de temps, je me rends compte que... Et du coup, dans sa définition du jeu, Roger Calois définit les caractéristiques du jeu avec ces 6 points sur la question de, je vais vous le lire tel quel, le jeu doit être libre, à laquelle le joueur ne saurait être obligé sans que le jeu perde aussitôt sa nature de divertissement attirant et joyeux, séparé, circonscrit dans les limites d'espace et de temps précises et fixées à l'avance, incertaines, dont le déroulement ne saurait être déterminé ni le résultat acquis préalablement, une certaine latitude dans la nécessité d'inventer étant obligatoirement laissée à l'initiative du joueur, improductif, ne créant ni bien, ni richesse, ni éléments nouveaux d'aucune sorte, aboutissant à une situation identique à celle du début de la partie, réglée, soumise à des conventions qui suspendent les lois ordinaires et qui instaurent momentanément une législation nouvelle qui seule compte, fictif, accompagné d'une conscience spécifique de réalité seconde ou de franche irréalité par rapport à la vie courante. Je vous ai mis ces 6 points dans le sens où, là, il parle du jeu de manière générale, mais par rapport au théâtre, moi, ça m'intéresse dans une forme de réflexion où on peut se poser la question de l'utilité de l'œuvre d'art et de manière générale et du moment théâtral en soi. Et moi, ça me sert beaucoup à réfléchir cette question-là parce que par rapport à une forme d'utilitarisme, j'ai envie de dire de théâtre à message qu'on peut voir beaucoup à certains moments, je revendique de pouvoir plutôt essayer d'inventer d'abord un espace de jeu et ensuite un espace de signification. Et que c'est plutôt l'endroit du processus et de la mise en jeu d'un processus qui m'intéresse plutôt que véritablement le désir de convaincre ou de penser que le spectateur en aura pour son argent. Je caricature un peu disant ça, mais je trouve qu'il peut y avoir certaines pratiques où on fabrique plutôt des produits. J'y viens d'une manière un peu franche, des produits, c'est-à-dire un objet fini qui soit absolument satisfaisant pour le spectateur, plutôt qu'un moment théâtral qui est plutôt un endroit de travail en cours. C'est-à-dire d'un comédien qui est en train d'essayer sous nos yeux d'accomplir quelque chose. Ce qu'on ressent très bien à l'endroit du cirque, au travers du numéro, ce qu'on ressent
assez bien aussi à l'endroit de la danse, dans le fait d'une certaine technicité. En revanche, à l'endroit du théâtre, le fait de porter une parole ou de trouver une forme d'éloquence qui fait qu'il y a une absolue présence, c'est plus difficile à identifier en termes de technicité. Et du coup, oui, la question du jeu, pour moi, elle est absolument centrale. Et après, bon, je pourrais détailler chaque point, mais par exemple, le point 3, moi, sur l'incertitude du résultat, c'est quelque chose qui me semble absolument nécessaire. Dans le fait d'être dans des processus ouverts et de se dire peut-être que la représentation va planter. Le 5e point sur le fait que ça soit réglé, c'est-à-dire qu'on invente une règle du jeu, c'est ce que par ailleurs moi j'appelle ce qu'on appelle la convention théâtrale. Sur quelle convention ? C'est-à-dire la convention théâtrale qui permet d'instaurer un dialogue entre le public et les acteurs qui sont en train d'acter. Si je vous parle de tout ça, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que je partage avec mon équipe, et je vous ai mis juste pour illustration un gymnase avec son traçage qu'on lui connaît, avec les différents jeux qui sont superposés. Si je vous ai mis cette illustration, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment, juste par des lignes et par les règles du jeu, ça induit un certain nombre de comportements, d'états de corps et de principes qui font qu'on agit d'une certaine manière quand on est sur ces terrains. Voire même, on peut passer d'un jeu à un autre type de jeu à partir du moment où on décide, j'imagine que le jaune c'est du handball, et après je peux passer à du badminton, mais comme socle du jeu dans la structuration de l'espace pour les acteurs. Et ça, c'est vraiment la commande que j'ai au départ. Voilà sur la question du jeu. Je fais un autre pas de côté parce que c'est très constitutif de ma réflexion. C'est que j'ai toute une réflexion sur la question de l'émergence, ce que j'appelle l'émergence des formes. Et entre autres pour cela, je m'appuie sur l'anthropologue Tim Ingold, qui est beaucoup cité à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé dans votre parcours. Mais là où il m'intéresse, c'est qu'il regarde le monde sous l'angle de la ligne. Et donc, du coup, c'est pas sans lien avec les espaces de jeu dont je vous parlais précédemment, et de ce qui se passe entre les lignes. Et entre autres, sur l'émergence de la forme, il regarde toutes les fabrications humaines, donc sous l'angle de la ligne, et il rappelle que le geste de la construction est souvent un tissage de lignes. Et en particulier, en architecture, il revient sur des habitats premiers, sur la forme du tipi. Et il dit en fait que le geste de la construction, avant d'être une accumulation de blocs qu'on juxtapose côte à côte, ça c'est une pensée qui apparaît plutôt au 19e selon lui, c'est avant tout un tissage de matériaux et un jeu de force. Là où ça m'intéresse, c'est que tout d'un coup, ce jeu de force qui viennent faire émerger une forme, c'est que ça met en évidence, pareil, ça engage certaines formes de corps et une certaine mise en jeu justement des formes, des forces. Et c'est là où ça revêt un caractère un peu plus abstrait. Et je vous ai mis là en parallèle, parce qu'il prend l'exemple du panier, qui est aussi pour moi caractéristique du processus dans lequel j'essaye de m'inscrire, où il nous dit que jamais personne véritablement n'a eu l'idée d'un panier. C'est bien dans le dialogue entre une nécessité humaine, un matériau et un geste que la forme panier petit à petit est apparue. Et cette question du processus qui fait que la forme n'est pas uniquement résultat de l'idée ou uniquement résultat du matériau, mais bien dans ce va-et-vient, je vous parlais juste avant du va-et-vient entre extériorité et intériorité, pour moi c'est extrêmement fondateur. Et j'essaye d'appliquer la même chose à mon processus artistique dans la composition de mes pièces. Je vous ai mis, parce que je trouve ça très beau et parce que ça me plaît de le montrer, ça s'appelle Ligne abstraite, c'est John Ruskin qui a réalisé cette gravure, où il a comme ça une étude du rapport de ligne, et ce qui est très joli, c'est que si on se met à regarder le monde au travers de la ligne, tout de suite, on commence à avoir des choses identifiables et des choses qui commencent à fabriquer du récit.
Là, on est vraiment sur une étude un peu formelle, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Pour continuer sur la question du processus, je vous ai mis une citation d'Ingold. La dessinatrice avec son crayon, tout comme le charpentier avec la scie, doit sentir où elle va et doit continuellement ajuster ses gestes de façon à rester alignée avec une cible vivante. De plus, comme le sentier de montagne, le vol de la buse ou la racine de l'arbre, la ligne dessinée ne relie pas des points prédéterminés en une séquence, mais se projette vers l'avant, à partir d'une extrémité, laissant ainsi une trace derrière elle. Le sentier s'enroule, l'oiseau vole, la racine se faufile, la ligne suit. Mais elle n'a pas de point final, car il est impossible de dire quand un dessin est terminé. Je vous ai mis cette chose-là parce que pour moi, ça rejoint, c'est vraiment cette mise en parallèle entre cette parole en cours, cet espace du théâtre comme travail en cours, d'un travail en train de se faire, et là, il y a une forme d'analogie qui se crée avec le rapport au dessin. Et il se trouve que Géraldine Truber, qui est la scénographe avec laquelle j'ai travaillé, a une formation au départ essentiellement autour de la question du dessin et travaille cette question du processus dans le dessin. Et si j'ai désiré travailler avec elle, c'est que je souhaitais, alors qu'elle a abandonné la scénographie, je souhaitais essayer de retrouver la même vivacité du dessin dans la scénographie qu'elle me propose. Pour poursuivre sur la question du geste et qui vient par rapport à la question de la scénographie, là je vous ai mis un extrait de travail que j'ai fait avec les étudiants de design textile et les apprentis costumiers de la Martinière d'Hydro. Donc les designers textiles ont travaillé sur le dispositif et sur cet espace qui est créé à partir de fils simplement, les costumiers sur le costume. Et je vous ai mis cette illustration dans le sens où c'est comment un dispositif scénographique, une simple corde, peut venir générer une écriture du geste. Et comment mon geste de mise en scène, tout d'un coup, n'est pas uniquement le fait de placer un corps dans un espace, mais vraiment de nourrir le geste et le parcours des comédiens au travers de la scénographie. Moi, c'est vraiment une attente, mais j'ai la même attente à l'endroit du costume, c'est-à-dire que je n'attends pas aujourd'hui de mes scénographes qu'ils me produisent une image à interpréter, ni un dispositif qui crée uniquement des espaces creux dans lesquels inscrire des corps, mais vraiment des points d'appui pour le jeu. Et c'est ça qui m'importe le plus. Dans les travaux préparatoires qu'on a eus avec Géraldine Truber sur les travaux préparatoires, ça c'est son travail préparatoire, et il se trouve qu'elle était plus ou moins en vacances et un de ses amis a construit une serre dans son jardin et il a eu la délicatesse de mettre un pull rouge dans cette nature verte, donc ça produit quelque chose d'assez esthétique, et elle m'avait envoyé cette série d'images dans le sens où dans le geste du bâtir, il y a comme ça tout un ensemble de corps et une chorégraphie qui d'emblée apparaît. Voilà, non, je vous le mets par pur plaisir visuel parce que j'aime cette série et ça raconte beaucoup mon travail et pour faire la cheville jusqu'au spectacle Bâtir dont je vais vous parler plus précisément pour essayer de vous raconter mon rapport à l'espace et à l'architecture. Du coup, par rapport à la question du geste, je vais sauter. Je vous avais mis une citation de Jouvet qui est sublime, mais est-ce le moment de ça? Je me rends pas compte du... Ouais. Je vous le lis, parce que je trouve que c'est un hommage à la technique au théâtre qui m'émeut. C'est-à-dire qu'il a rédigé une préface, Louis Jouvet, metteur en scène du XXe, il a rédigé une préface sur une réédition donc d'un ouvrage de Nicolas Sabatini qui reprend toute la technicité des décors du XVI-XVIIe siècle. Et c'est un ouvrage assez émouvant parce qu'on voit toutes les astuces où il montre à l'intérieur de ça comment on fabrique une mer, comment on fait des changements de décor, c'est quoi le système de cordage et toute cette, ces astuces, ces trucs de théâtre pour changer d'espace. Et donc Jouvet introduit préface comme ça. Qu'est-ce que la machinerie ?
Décrire les treuils, ces tambours ou cabestans, ces palans ou poulies enchevêtrés de cordages qui évoquent la gloire de l'antique marine à voile ne suffit pas. Expliquer le jeu de ces appareils qui lèvent, chargent, dressent, font glisser ou balancent dans la cage de scène les masses et les volumes les plus variés ne donne pas une idée suffisante de son rôle. Montrer comment la main du machiniste, aidée du contrepoids, accomplit les changements et transforme la scène n'est qu'un exemple de son utilité. Il faudrait encore expliquer le rapport entre la machinerie et le décor. Dire comment ils déterminent la mise en scène et comment ils en dépendent, comment le jeu des comédiens, aidés ou gênés par eux, en est influencé, et comment ces relations rigoureuses sont toutes ensemble dominées par la forme et le genre architectural de l'édifice. Le lieu dramatique, machinerie, décor et représentation tiennent ensemble. Aménagée à l'intérieur de l'édifice et faisant corps avec lui, la machinerie apparaît comme les organes et les poumons du théâtre dont la fonction respiratoire s'exprime par l'exercice de la représentation. C'est ainsi que la scène moderne, différente de la scène élisabéthane par son organisme scénique et ses décors peints, modifie le jeu des acteurs et altère le rythme respiratoire des scènes de Shakespeare, sans en perfectionner l'expression. Parler de la machinerie, dire son histoire, c'est dire l'histoire du théâtre, car c'est parler ainsi aussi bien des poètes qu'elle a servis, des comédiens qu'elle a assistés, que des édifices qu'elle a aménagés. Je trouve ça absolument émouvant, oui, dans le sens où ces métiers, je vais le dire de manière un peu prosaïque, mais ces métiers de la technique qui sont souvent mis au second degré, c'est de se dire comment ce n'est pas comment il fabrique un espace et un espace où une parole peut se déployer en relation avec l'édifice et le déjà là du bâti. Je trouve ça absolument poétique parce que cette conscience du geste scénographique comme espace creux qui doit permettre de formuler le poème, je la vois rarement représentée. C'est-à-dire la scénographie comme dispositif de la parole. Et moi, je travaille essentiellement cette question-là. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de demander à mes scénographes de constituer des espaces idéaux pour que quelque chose d'éloquent puisse se produire. Ce qui fait que l'image finale m'importe très peu. Et du coup, quand on a éloquence, alors là je parle de l'éloquence du verbe, mais aussi l'éloquence du geste. C'est-à-dire, ça serait... comment dire, je peux faire une incise, c'est-à-dire que je me considère comme baroque. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est de trouver, quand je parle de l'éloquence, c'est pas tellement d'amener sur le plateau un rapport à la vérité, mais de donner le sentiment d'un sens poétique qui nous dépasse. Je le dis hyper rapidement. Mais c'est quelque chose, chez les poètes baroques, que j'aime beaucoup, et que c'est pour ça que la tradition élisabéthaine, qu'on peut associer au baroque aussi, m'intéresse. C'est que quelqu'un comme Shakespeare ne cherche pas tellement à dire vrai sur le monde, il dit vrai... son dire vrai est plutôt entre les lignes, ce qui fait que les pièces de Shakespeare sont des labyrinthes. À aucun moment on a le sentiment de la pensée de l'auteur. On a plutôt le sentiment d'un moment théâtral où des forces sont en présence et combattent, mais de là à dire Shakespeare voulait nous dire ça, j'ai le sentiment qu'il faut se lever tôt. Et donc dans cette entre les lignes du poème, moi c'est ça que je cherche aujourd'hui. Quand je réalise du montage, quand je m'amuse avec des sources diverses et que je fais des analogies entre des textes d'archi et autres, et des textes économiques, c'est bien l'entre les textes qui m'intéresse, l'entre les lignes, et de la même manière, et je poursuis cette réflexion au sein de la scénographie, c'est dans les espaces creux de la scénographie que il peut commencer à se passer quelque chose. Et ce qui fait que du coup, dans le travail préparatoire que j'ai eu avec ma scénographe, je ne lui ai pas demandé une image finale. Elle a réalisé une série de dessins, et je lui ai même rien demandé, elle l'a fait par elle-même, où ce qu'elle a dégagé, c'est des principes de construction.
c'est-à-dire entre possibilité d'accumuler des matériaux, possibilité de fabriquer un sol, possibilité de prendre de la hauteur, des lignes rigides, du plan, des lignes fluides, et elle a réalisé comme ça une série de 15 dessins qui viennent déposer un certain nombre de principes. Je voulais, par rapport à la surbâtir, donc tout ça se passe dans une sorte d'atelier, un peu à l'image de Chitanova dont je vous ai parlé. Et on a travaillé du coup sur la question de l'outil. On a plus réfléchi à quel geste l'outil permet, ou quels gestes les éléments de la scénographie permettent, plutôt que la question de l'image. Et en reprenant certains codes de dessins techniques entre les dessins, le pointillé, la ligne continue, la flèche, des éléments abstraits face à des éléments beaucoup plus construits où on commence à voir l'ébauche d'une maison. Ce qui fait qu'au final, quand on a commencé les répétitions et qu'on a commencé à enclencher la création du spectacle, je suis arrivé avec une sorte de kit comme ça, complètement démonté. J'ai pu, pendant tout le temps des répétitions, continuer à faire évoluer l'espace. J'ai envie de dire, les principes esthétiques qu'elle m'a proposés sont assez forts pour que je me pose finalement peu de l'élégance de la forme finale. Et du coup, on a joué, mais comme j'ai envie de dire, comme des enfants qui sont avec un jeu de construction avec les comédiens, en fonction des fragments de texte que je voulais qu'ils disent ou par rapport à des séquences que j'avais envie de voir comment aussi le geste de la scénographie pouvait évoluer et l'image du spectacle se construire. Ce qui fait que là, sur l'image en bas à gauche, vous voyez, alors peut-être très petit ou ici, des caisses en plastique où on avait du scotch, des serre-joints, des outils, des tasseaux, des surfaces pleines obstruées, des surfaces transparentes. Et c'était à disposition et ça nous offrait comme ça tout un ensemble de potentialités. Et ça a bougé et ça bouge encore, c'est-à-dire que suivant les salles de représentation, les salles dans lesquelles on joue, on continue à faire évoluer la scénographie. De la même manière, j'ai travaillé avec mon éclairagiste en n'ayant pas des choses ciblées, c'est-à-dire c'est plutôt des sortes de bains lumineux qu'il nous propose, ce qui nous laisse une latitude pour, soit par la mise en scène, soit par le jeu de l'acteur, de déplacer certains éléments et d'avoir même des constructions entre guillemets spontanées. Et du coup, quand elle a travaillé, elle a été en parallèle du travail avec la constructrice. On a bénéficié des ateliers du TNP. Tout son travail de scénographe à ce moment-là a été de s'amuser et elle m'envoyait des images quasi quotidiennement de différentes fabrications et possibilités avec cette scénographie et cette boîte à jeu, cette question du kit de jeu. Et là, on a poussé ce processus, j'ai envie de dire, à l'extrême, et c'est ce qui fait que je me suis peu à peu rapproché de l'architecture. Mais on peut très bien imaginer dans le fait de monter n'importe quel texte, même classique, qu'est-ce que la scénographie peut permettre en termes de gestes et de réfléchir comment ça peut venir alimenter le jeu de l'acteur plutôt que de vouloir représenter quelque chose. Et du coup, je vous remets une citation de Patrick Bouchain parce que est-ce qu'il faut que je fasse un petit topo sur la démarche de Patrick Bouchain où ça paraît assez connu? Oui? Non? Ouais, c'est bon? Oh ouais, non, mais je me rends pas... voilà. Patrick est une sorte d'expérimentateur. Et il a développé peu à peu une démarche d'architecte où si je caricature, il refuse de produire des dessins finis des bâtiments sur lesquels il travaille. L'une des anecdotes, il a été invité par le restaurant Les Trois Gros à la rénovation. Il a invité une artiste peintre à l'ensemble des réunions de chantier. Cet artiste peintre a réalisé une toile et c'est ça qu'il a livré aux personnes participant au chantier.
C'est-à-dire que ce qu'il cherche à faire, c'est de transmettre l'état d'esprit du chantier plutôt que le produit fini. Et du coup, il a il est très soucieux de ce moment du chantier où, d'après lui, c'est au moment du chantier qu'est le véritable geste de l'architecte. Parce que c'est le moment où il y a une confrontation à la matière qui fait que les idées évoluent. Et ce qu'il fait désormais, ce qu'il désirerait et ce qu'il désire de plus en plus, c'est d'ouvrir les chantiers au public. Et plutôt que d'attendre d'avoir l'ensemble des financements pour pouvoir rénover un bâtiment, c'est d'ouvrir le bâtiment tel qu'il est dans son jus, de le mettre à disposition d'usagers en fonction des nécessités d'un territoire ou d'une municipalité. Et au fur et à mesure qu'on utilise le bâtiment, on en vient à le rénover. Et de considérer les travaux comme des tranches successives et de considérer que le bâtiment est un chantier permanent. Et plutôt que d'attendre 10, 15, 20 ans, oui, qu'on réunisse tout l'argent, qu'on fasse passer toutes les commissions, ce qui fait qu'au bout de 20 ans, le bâtiment qui apparaît n'est plus conforme aux attentes des usagers sur le moment, et bien plutôt d'aller dans l'action directement. Ce qui fait que là, et moi, il m'a catapulté, entre guillemets, je dis catapulté parce que je suis plutôt un urbain et là, il m'envoie au fin fond de l'Auvergne. C'est sans doute pour me faire prendre le verre. Sur la rénovation d'un collège jésuite, c'est des milliers de mètres carrés disponibles qui doivent être rénovés. C'est des millions d'euros qui ont été estimés. Et plutôt que d'attendre de rassembler avec les élus les millions d'euros, il a déjà fait démurer les fenêtres. Il a commencé par implanter une cuisine collective. Il y a déjà des activités qui s'y passent. Et petit à petit, ce bâtiment va être rénové sur les 15, 20, 30 ans à venir, voire même il n'y aura jamais de fin véritablement à son chantier. Et donc du coup, il a toute une pensée à l'endroit du processus. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, parce qu'il m'a proposé cette chose-là, il a un peu des attentes par rapport à mon travail, et dès que moi j'arrive avec des objectifs extrêmement précis et des contours très précis par rapport à la finalité de ce qu'on pourrait faire ensemble, il me déstabilise en me proposant complètement autre chose, c'est-à-dire que j'ai à peine fini de parler qu'il me dit « Viens, est-ce que je t'ai déjà fait boire le meilleur café de Paris ?» Non. Donc la grosse parenthèse, on va boire le meilleur café de Paris. En fait, c'est son rad et il avait juste envie de boire un café. Mais par là, il vient fabriquer avec moi du collatéral, ce qui fait que on se remet à parler de la vie. T'es comment vont tes petits-enfants? Ah, t'as pris le train ce matin, etc., etc. Et en même temps qu'on parle complètement d'autre chose, et ben mine de rien, en filigrane, réapparaît le projet sur lequel il m'a sollicité. Et il y a vraiment une logique dans le processus de laisser les choses apparaître au travers de ce qu'on se dit ou d'actions, plutôt que de vouloir imposer quelque chose à la forme finie. Et toute cette dimension autour de l'atelier, du processus ouvert, etc., c'est typiquement ce que moi je cherche à l'endroit du théâtre, au travers de tout ce que je vous raconte là ce soir. Et avec l'ensemble de mes collaborateurs. C'est-à-dire que j'essaye de créer des dispositifs et des productions où chaque soir on relance les dés et on voit ce qui se passe. Et des fois ça marche et on aime bien quand ça marche parce que c'est plaisant, parce qu'on nous dit qu'on a fait du bon travail. Et des fois ça marche moins bien. Mais je veux prendre ce risque-là parce que j'ai le sentiment que c'est par là qu'un vrai moment poétique peut-être pourrait apparaître. Et du coup, je vous ai remis un extrait, une citation de Bouchain dans son livre « Construire autrement » où il explicite tout son travail d'architecte. Pour vous donner des exemples, c'est dans son travail, il a... Oh mince, Nantes, le lieu unique à Nantes, la Belle de Mai à Marseille, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Zingaro. Qu'est-ce que je pourrais citer? Il a fait le lieu de répétition. Alors, je vous disais, il vient du théâtre. Il travaille avec François Tanguy, qui est un vieux monsieur maintenant. Et il a fait son lieu de répétition qui s'appelle La Fonderie. Ouais. Je ne vais pas retrouver. Au Mans. Ouais. Et François Tanguy, ouais. Il est passé au chaudron de l'électricité, puis de rappeler quand même que c'est un ancien Camondo. Ah oui. Et Patrick expliquait à quel point dans cette école, qui était à l'époque encore une école de décorateurs, ouais. Dans les années 60, il avait pu
avoir cette liberté aussi de penser, cette agilité qu'il a conservée tout au long de sa carrière encore aujourd'hui. Donc le lien entre l'architecture intérieure, la scénographie et l'architecture, une espèce de lien à ce niveau-là qui est évident. Oui. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur des écarts. Comment dire, le rythme de sa parole pour concevoir les projets, c'est des vraies leçons. Il commence à avoir un certain âge, mais voilà, c'est un maître pour moi. C'est que dans la manière dont il convoque ses collaborateurs, moi en particulier, c'est ce à quoi j'assiste le plus, sur comment ça vient être stimulant. C'est absolument rare, c'est-à-dire on a continué à travailler un peu pendant le Covid où tout d'un coup c'est une image et 3 mots et oui, effectivement il y a plein de choses qui se mettent à se passer et c'est vraiment moi cet endroit de fertilité et de stimulation et de désir et de plaisir aujourd'hui qui m'intéresse. Et du coup, dans Construire autrement, il écrit « Tout mon travail est d'introduire l'interprétation, le non-voulu et l'inattendu dans la réalisation d'un projet. Et cela au moment du chantier, car l'architecture n'existe que quand elle est matérialisée par sa construction. Avant, elle est image. Il faut permettre à ceux qui construisent de laisser la trace de leurs sentiments. Et c'est cette charge émotionnelle qui va redonner de l'enchantement à l'architecture, qui sera alors chargée de la substance de ceux qui l'ont réalisée. » Il fait ce parallèle dans la manière de conduire les projets où il ne transmet pas, je redis un peu la même chose de manière différente, mais il ne transmet pas des plans ou des choses figées, il transmet un état d'esprit et une certaine énergie. Et cette manière de faire, et du coup il fait un parallèle justement sur le travail d'interprétation. Qu'est-ce que c'est que interpréter ? À mon sens, interpréter, c'est pour ça que je vous ai parlé du jeu, c'est cette mise au travail qui fait que c'est pas uniquement faire ce qu'on s'était dit avant la représentation, mais se lancer dans un jeu qui fait qu'il y a quelque chose d'actif qui se passe sous nos yeux et d'en assumer le vertige à certains moments, les aléas. Et moi, je travaille du coup en collaboration avec l'ensemble des artistes autres que les comédiens dans cette mise au service. Et du coup, ça nous a conduit donc au spectacle Bâtir, qui a pris plusieurs formes. Du coup, je vous en ai ramené quelques images où on a construit cette table à partir de serre-joints. Comme vous pouvez le voir, peu à peu, les différents éléments ont pris une sorte de patine, je ne vais pas dire naturelle, mais il y a des choses qui sont des traces de nos répétitions et qu'on n'a pas effacées pour le moment de la représentation. Des choses qui vieillissent au fur et à mesure que le spectacle est joué. Et on a conservé tout ce qui est traces de construction et traces de la vie qu'on a avec l'ensemble des éléments scénographiques. Comme une cage de scène. Alors on joue cage de scène nue. Comme les cages de scène, elles sont toutes différentes, elles ont toute une histoire. Et jamais je ne prive un comédien de s'appuyer sur le déjà là du bâti de la cage de scène. Pour moi, c'est en résonance avec ce que dit Jouvet. De pas prendre. On croit que la boîte noire, elle serait unique et identique dans tous les théâtres. Elle est systématiquement différente. Même le spectacle qu'on pourrait croire extrêmement réglé. J'ai fait beaucoup de tournées, entre autres pour le metteur en scène Benoît Lambert, et il fait des grosses tournées. Il n'y a pas 2 fois où on a la même installation, ce qui fait que moi j'ai voulu pousser au bout cette fluidité et cette adaptabilité qui fait qu'on n'est pas obligé de sortir tous les éléments de notre scénographie, que suivant les espaces, si j'ai moyen de m'accrocher à tel ou tel endroit, ce qu'on fait naturellement quand on crée des spectacles, on le fait déjà, sauf qu'on ne le dit pas. Et moi je fais quelque part, on appelle ça déculotter la vieille. En gros, c'est de montrer toute la technicité, tous les gestes de la fabrication qui apparaissent parce que j'ai l'impression, parce que j'aime ça, par pur goût
d'esthète, et parce que ces gestes du travail en cours et du travail, quoi, c'est quelque chose qui me touche sur un plateau. Il n'y a rien de plus émouvant pour moi qu'un plateau d'une scène de théâtre rayée ou marquée par les différentes personnes qui sont passées par là. Et du coup, voilà, on retrouve comme dans le Chitanova, donc la question des serre-joints. Il y a des moments dans le spectacle qui sont absolument répétés et figés, d'autres qui sont laissés à l'improvisation des comédiens. On a eu aussi tout un travail sur le rapport à l'image. Alors, je ne vais pas me lancer dans toute une analyse sur la question du rapport au lieu, parce que je pense que des architectes le feraient bien mieux que moi, mais on a introduit du paysage dans la cage de scène par l'utilisation de photocopies, entre autres, et d'impression. Et pareil, j'avais demandé à ma scénographe d'avoir un simulacre de l'image qui serait finalement imprimée, qui était sur un papier très beau, et dans une très belle impression. Et en fait, quand les photocopies sont arrivées, donc on le voit un tout petit, je ne sais pas si vous le distinguez vous, mais on voit véritablement la page A4. Ça nous a semblé plus intéressant et plus émouvant de voir d'imaginer que quelqu'un a collé toutes ces images que d'avoir une belle image finie. Finie. Une belle image lisse. Alors là, c'est peut-être un soupçon obscur. Non, ouais, vous distinguez. Dans les gestes de la mise en scène, il y a je continue sur le rapport aux images où il y avait tout se construit et se déconstruit en permanence. Donc on s'est, à partir de scotch, on pouvait dessiner au sol ou sur les murs quelque chose qui serait de l'ordre du plan, de la même manière que on pouvait intervenir sur les panneaux, coller des choses, et que c'est ma mise en scène quelque part, j'avais plus grand chose à faire que d'utiliser les outils qui étaient mis à ma disposition. Et je vous ai mis l'image finale comme ça, qui peut sans doute liée. Alors pour vous raconter, on a créé en 2021 pendant le 3e confinement. On n'a pas parlé du Covid dans le spectacle, mais vu que je travaille sur une question d'écoute et dans une dynamique, je pense que ça devient, j'espère en tout cas, plus en plus clair sur une dimension presque working progress, qui est attentive au contexte et à l'écoute du déjà là, ou des choses en train de se faire dans le présent. Il se trouve que j'ai éprouvé le besoin, et en lien avec un texte que le comédien m'a proposé, de finir sur un rapport au paysage. Et je pense qu'il ne faut pas surinterpréter l'image, mais je crois qu'à un moment donné, on avait besoin juste d'élargir notre champ de vision, et je l'ai gardé tel quel. En gros, pour vous raconter les répétitions, comme la scénographe nous a fourni un kit, moi je suis arrivé avec pas loin de 70 pages de texte, et tout le travail de répétition était un travail de réécriture, de coupe, de restructuration et de montage. Et encore maintenant, à chaque représentation, on enlève certains textes, on le remet. Contrairement à Chitanova, où on a stabilisé véritablement une structure parce que ça nous paraissait satisfaisant, là, aujourd'hui, tel que bâtir ce spectacle existe, je ne vais pas dire que j'en suis pas satisfait, ça serait faux. Mais par rapport à la notion d'éloquence dont je vous parlais, je sens qu'on peut encore emmener la chose plus loin. Et il se trouve que par le système des reports, j'ai une perspective à le reprendre en janvier 23, donc sans doute ça fera l'objet d'un maniement, et voire même ce kit de jeu. Il se trouve que je suis invité à différents endroits à répondre à des commandes. Ce kit de jeu conçu par la scénographe sera peut-être amené à vivre, mais dans d'autres formes artistiques. Voilà à peu près ce que je peux vous dire de ma démarche. J'espère avoir été éclairant. Comment dire, c'est un parti pris que j'ai. Et du coup, moi, je basculerais bien sur un rapport plutôt question-réponse, parce que je ne me rends pas compte, voilà, sur un jeu de questions-réponses. Merci de votre attention. J'ai un micro ici que je peux faire circuler s'il y a des questions dans la salle. Oui, j'ai une question sur votre rapport à la... Quand vous avez parlé de choisir des objets sur scène pour le pouvoir du geste, qu'est-ce qu'il peut donner aux acteurs,
À ce moment-là, c'est quoi votre rapport avec ce que le spectateur va prendre, va comprendre ou va interpréter de cet objet? Si l'objet, c'est un objet du quotidien, par exemple, et que les spectateurs vont sûrement avoir leur propre relation avec ces objets-là, est-ce que vous pensez à ça ou est-ce que le geste, ça vient avant tout? Alors oui, le geste vient avant tout. En tant que metteur en scène, je considère que ma position, bien sûr, c'est de donner une dynamique de projet et de gérer mon équipe, de faire les patrons, entre guillemets. Mais c'est surtout que, à mon sens, ma fonction de metteur en scène, c'est d'être une sorte de spectateur privilégié. Et du coup, à partir du moment, alors à certains moments, les objets choisis sont choisis de manière explicite et effectivement recouvrent un sens que je peux expliquer de manière explicite. Mais j'accepte aussi de me laisser séduire, j'ai envie de dire, par certains objets qui créent des sortes d'énigmes pour moi et pour le spectateur. Alors, il ne faut pas créer trop d'énigmes, à mon sens, parce qu'à ce moment-là, c'est le risque de perdre le spectateur, mais j'accepte de prendre ce risque. Mais j'aime aussi, j'aime aussi qu'il y ait certains objets, soit qui ne servent à rien, soit qui ont même une forme d'inutilité. Parce que, et ça se trouve, quelqu'un fabriquera un jour du sens et interprétera cette chose-là, et ça m'intéressera. Je vous prends un exemple. Oui, alors je veux passer par deux choses. Il y a une sorte d'adage qui existe, je ne sais même pas qui a prononcé cette chose-là en premier, en disant « Tout objet présent sur un plateau doit être utilisé à un moment de la représentation ». Ça, je ne sais pas d'où ça vient, je n'en saurais même pas en faire l'histoire. Moi, je fais le contraire. J'adore l'idée qu'il y a des choses qui servent à rien. Et ce qui est très drôle, c'est que ça sert à rien. Il y a cet adage qui court où le spectateur, souvent, c'est de dire « Mais vous n'avez pas utilisé tel truc. Pourquoi ?» Pourquoi pas. Et ça crée du fantasme pour moi. C'est-à-dire à quel moment ils vont utiliser cette chose-là, ou à quoi ça sert, et que ça met dans un rapport actif. Et d'autant plus, moi, en travaillant sur la question du bâtir et de ces gens qui expérimentent des sortes de constructions, la question qui est revenue souvent et qui était pour moi très satisfaisante, qui pourrait apparaître comme une critique, non, c'était de se dire, est-ce que tous les soirs c'est construit de la même manière ? Alors il se trouve que certaines choses, pour des questions de sécurité, on a dû les figer. Mais le fait de laisser entendre que si vous revenez demain, peut-être ça va être complètement autrement, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait satisfaisant. Et il y a même eu un moment, quand on était pareil dans une forme de rêve absolu, et où il n'y a pas de tournée, où il n'y a pas de problème de sécurité, etc., c'était de se dire, parce que c'est ce qui s'est produit à un moment des répétitions, on récupère le plateau tel qu'on l'a laissé la veille en fermant la salle, et d'être plutôt à l'endroit du performatif. Bon, il se trouve que je revendique l'endroit du théâtre et on pourrait imaginer ça dans une galerie d'art ou à l'endroit des plasticiens, ce qui viendra peut-être, parce que par rapport à ce que je vous disais, j'ai des commandes qui pourraient aller sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai souci de fabriquer un objet spectacle. Même si j'aime bien déjouer les attentes du spectateur, j'ai quand même une nécessité de faire spectacle. Donc, du coup, j'ai dû figer certaines choses. Mais justement, c'est de travailler à cet endroit de tension où si le spectateur a l'imagination de se dire qu'il aurait pu utiliser ces trucs-là pour faire autre chose, moi je suis ravi dans ce jeu. Ce qui m'intéresse, c'est l'endroit du désir. Alors, désir, entendons-le au sens large, de la libido du spectateur à s'imaginer des trucs qui ne sont pas présents au plateau, ou à se dire mais à quoi ça sert. Et je voulais prendre un autre exemple. Il se trouve que sur Città-Nova, le spectacle précédent, j'avais le sentiment, dans cette conférence, gesticulé,
que c'était un personnage, parce qu'il avait des sortes de propos qui étaient difficilement... et le comédien et moi, on aurait eu du mal à soutenir des sortes d'opinions radicales sur certains sujets. Et donc, assez vite, on s'est dit, c'est un personnage. On l'avait surnommé Francis, pour la blague. Et je disais à mon comédien, il faut qu'on trouve de l'arbitraire dans la création de ton personnage pour qu'on se dise bien, c'est un mec qui parle de ce point de vue-là et pas d'un autre. Et même si c'est un personnage et que c'était pas moi, je me reconnais quand même dans certains aspects de Francis. Du coup, j'adore les sardines, j'ai une passion pour ça, je dis, Francis, il mange des sardines. Et donc, du coup, on a jalonné le spectacle il se mangeait 2 boîtes de sardines dans la soirée. Pour caractériser, c'est son goût, et que ça soit un tout petit peu bizarre en disant c'est qui ce mec, quoi. Et on a fait un costume, etc. Pour autant, il y a quand même des spectateurs qui nous disent mais vous êtes architecte. Non, c'est un personnage. Et ce qui est très intéressant pour moi, alors c'est pas une histoire d'inconscient, c'est plutôt une histoire d'heureux hasard, d'aléa, j'y reviens, c'est que un certain nombre de spectateurs et un critique de théâtre y ont vu une allégorie de l'habité contemporain. La boîte de sardines dans sa structuration, etc. Et donc, du coup, c'était hyper cohérent avec le reste du spectacle. Et donc, il a fait toute sa critique. Et c'est plutôt intelligent ce qu'il a dit. Et je suis plutôt heureux de cette chose-là. Et j'aime ça. Et du coup, voilà, pour répondre à votre question, moi, il y a des choses qui sont maîtrisées de l'ordre de l'intellect et de l'idée. Il y a des choses aussi qui sont du pur arbitraire et du goût. Et j'ai pas peur d'affirmer mon goût. Et je crois... ouais, bref. Non, j'ai répondu à votre question. En fait, je rebondis parce qu'on est dans une école d'art. Quand on conduit je dis on parce que j'interviens souvent avec soit ma costumière, soit mon éclairagiste et autres, on essaye de se dire, de conduire les étudiants dans ce qu'on appelle un processus ouvert. C'est de se dire, bien sûr, toutes les démarches raisonnées, structurées, argumentées sont absolument nécessaires à certains moments du travail. Mais il y a aussi des moments du travail où il faut être juste dans le geste et dans le faire. Et de pouvoir regarder la chose que l'on vient de produire à un endroit du sensible et de l'expérience. Et on se dit, tiens, là, il y a quelque chose qui tient. Et que peut-être on ne sait pas pourquoi, mais si ça tient, voyons jusqu'où ça nous emmène. Et peut-être que le projet va dériver, va quitter les intentions initiales, mais de ne pas avoir peur de cette chose-là. Je dis ça, oui, c'est ça, et que c'est une vraie réflexion pour moi. Cet endroit de l'expérientiel où, quelque part, et je m'inscris, je suis en train de travailler sur ça, donc je n'ai pas voulu le convoquer ce soir, sur Dewey et l'art comme expérience, pragmatiste américain du 19e. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, à vous y intéresser, où il rappelle que l'expérience artistique n'est pas une expérience du mental, mais bien une expérience du faire, et de l'action, et que une idée, elle ne se forme pas uniquement dans la tête, elle se forme dans notre rapport à l'action et à sa confrontation à la matérialité des choses. Je vous dis ça pourquoi? Oui, et cet endroit du faire qui est, à mon sens, des fois un peu mis de côté, ou sous-estimé, parce qu'on a hiérarchisé pour sans doute des raisons... de mauvaises raisons, que les métiers intellectuels c'était plus chic que les métiers manuels ou quelque chose de cet ordre-là, si je le fais vite. J'ai l'impression que c'est intéressant de le remettre à l'épreuve, en fait. Ouais, fin de digression. Merci. J'ai une petite question par rapport à ce kit, cet outil que vous avez créé avec la scénographe. Là, vous l'utilisez dans un spectacle qui, autant dans le fond que dans sa forme, parle de cette même chose, de ce processus, de toute cette question de construction en creux à partir d'un kit, à partir de possibilités grâce à une scénographie. Est-ce que vous imaginez utiliser ce kit, ou un autre d'ailleurs, pour un autre thème, pour d'autres textes qui n'ont pas forcément rapport à ce même processus, oui, avec une histoire qui n'est pas forcément elle-même dans cet état d'esprit? Oui, je le désire.
Et est-ce que c'est prévu avec ce... Alors, je vais revenir. J'ai monté Molière dans des choses qui sont analogiques. Mais je travaillais pas encore avec Géraldine Trubert. Et du coup, il y a une rencontre très forte qui s'est produite avec cette scénographe. Donc, elle a, c'était pas aussi développé et abouti. Elle a amené tout son langage, tout son savoir-faire pour étendre cette chose-là. Mais aujourd'hui, revenir, c'est une notion qui est problématique. J'allais dire à une forme de théâtre pauvre, c'est-à-dire, mais c'est pas vrai parce que là on a quand même un certain nombre de moyens, ça se voit pas forcément, mais c'est faussement pauvre, mais en tout cas pauvre dans la manière d'amener des signes, c'est-à-dire d'accepter d'amener juste de la ligne, mais ça me fait penser moi tout de suite à des esthétiques comme celle de Dogville ou ce genre de choses qui viennent juste être évocateurs d'un espace et pas être dans le souci de vouloir représenter cet espace. Et donc oui, c'est quelque chose aujourd'hui dont j'aurais du mal à me défaire. C'est-à-dire que toute cette notion d'évocation, je parle d'évocation parce que l'évocation pour moi, c'est l'endroit où l'imagination peut commencer à s'activer. Et que dans ce rapport que je décris entre la scène et la salle, j'aime activer l'imagination du spectateur et lui donner juste les éléments qui suffisent pour pouvoir poursuivre le geste scénographique. Parce que souvent, alors c'est pas tout à fait vrai parce que je pense, alors je vais pas me souvenir de son nom, mais le scénographe ou la scénographe de Caroline Nguyen-Gala qui fait des espaces réalistes, c'est l'ultra-réalisme pour le coup, c'est à mon sens l'un des rares qui véritablement arrive à nous faire croire cette chose, à nous emmener à cet endroit-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent j'ai l'impression, mais comme dans l'utilisation de la musique ou dans différents éléments, que au lieu de stimuler l'imaginaire, ça vient me faire coller à la page, si j'ose dire, ou ça me faire tomber dans un truc très pragmatique. Et du coup, voilà, donc je cherche moi plutôt l'endroit évocateur. Et dans cette même idée, est-ce que vous avez déjà pensé à justement repartir de ce kit et voir quelle autre histoire pouvait sortir que cet architecte-là ? Pas encore. Pas encore, mais pareil, je vais voir comment ça se transforme et qu'est-ce qu'on va... Pas encore, ouais, mais comment dire, dans cette décomposition et recomposition du spectacle, on a en répétition eu plein d'histoires. Ouais. Et pareil, quelque part dans cette vie d'atelier, ce geste performatif, il y a eu un moment où c'est de se dire, un spectateur pourrait pas suivre une saga, mais chaque soir revenir et de se dire, bon, ils en sont où, quoi. Et j'avais envie, je pourrais avoir envie de continuer à faire évoluer cette histoire-là. Là, aujourd'hui, dans ce qui se dessine, je parle de désir, hein, parce que rien n'est... Mais on avait créé ce personnage de Francis il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 autres personnages qui sont apparus. Et dans ces 4 autres personnages, certains, je me dis, tiens, on pourrait les prendre sur une forme solo et développer uniquement son angle de vue. Je pense entre autres à Elisabeth Holzle, où on a esquissé un geste autour d'un propos sur le béton et le Havre. Et je me dis, tiens, est-ce qu'on ferait pas un spectacle tout béton ? Et ça se pourrait. Bonsoir. Bonsoir. J'enlève mon masque aussi. J'ai 2 questions. Une question par rapport au costume. Comment ? On m'entend ? Pour vous, qu'est-ce que le costume prend en charge que l'espace ou les éléments de décor ne prend pas, puisque les deux sont évocateurs ? Et l'autre question, elle est plutôt dirigée vers la scénographe. Quand vous l'avez vu la première fois, quelles sont les indications que vous lui avez données pour pouvoir imaginer ce vocabulaire qui va vous permettre de créer une écriture de plateau en même temps qu'un spectacle ? Ouais.
Alors, première question sur le costume. Donc les costumes sont de Sigolène Pété. Qu'est-ce que prend en charge le costume? On a un travail avec Sigolène, alors moins sur ce spectacle-là, mais plus sur les précédents, où j'avais le même désir que le costume soit appui de jeu. Signifiant, bien sûr qu'il y a de la signifiance, mais appui de jeu. Donc pareil, on réfléchit à la question du geste. C'est-à-dire que ouvrir un zip ou ouvrir une boutonnière, ce ne sont pas les mêmes gestes, ce ne sont pas les mêmes, du coup, c'est pas le même drame qui se fabrique. Sur le spectacle à Bivarbourg, qui était une forme aussi solo, en gros, on avait une succession entre la figure de l'infirmière, la figure de la femme dans la rue et l'apparition d'une forme de Vénus. Et on a eu un travail comme ça sur le rapport des couches. Qui induisait du geste et donc du coup qui moi m'a permis d'écrire le texte et la mise en scène. Donc j'attends de ma costumière qu'elle puisse aussi accompagner ce geste-là. On retrouve un peu cette chose-là dans Bâtir. Alors là, on ne le voit pas forcément dans la mise en scène. Oh là, je suis allé dans le mauvais sens. Je vais vous parler juste de cette silhouette. Alors on la voit mal. Avec Sigolène, on a plutôt une pensée. Elle a plutôt, comment dire. Et du coup, je me suis inscrit dans son sillage, une pensée structurelle du costume. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est de l'ordre d'un, comment on appelle ça, quand il l'enfile entièrement, c'est un complet de travail, une combinaison de travail. Sauf qu'elle l'a coupé dans un matériau beaucoup plus fluide que les matériaux techniques. Ce qui fait que, mine de rien, dans ce rapport, on a le signe du vêtement de travail, mais en fait de manière quasi imperceptible, à part, j'ai envie de dire, les spécialistes du textile, on sent une bizarrerie dans la fluidité du matériau, mais il n'est pas forcément évident. Et du coup, ça amène une certaine élégance parce que Francis, c'est un peu mon double, donc c'est un peu imprécieux quand même. Il aime une certaine sophistication. Donc c'est pour ça qu'elle est allée sur ce terrain-là. Et par ailleurs, si elle a choisi la combinaison, c'est qu'une combinaison dans son geste de l'enfiler, fermer, ou à ce moment-là du spectacle de pouvoir le défaire et venir, grâce aux manches, à l'attacher autour de la taille. C'est autant de choses qui, moi, me permet d'écrire, qui me permet d'écrire ou aux comédiens de jouer. Donc, ce qui m'intéresse, pareil, c'est pas tellement... il y a bien sûr des signes et des significations, mais je suis dans la même articulation que la scénographie au niveau du geste, mais avec d'autres outils. Et elles ont eu presque un travail autonome entre elles deux, voire même avec l'éclairagiste, où à un moment donné, pareil, elle nous a construit un répertoire d'habits et on tapait dedans suivant les nécessités du jeu à chaque fois, plus que dans l'image finale. Après, elle esthétise tout ça et elle tire la chose pour que ça raconte bien ce qu'on a envie de raconter, mais ça vient dans un second temps. Et l'une de ces spécificités, on a croisé architecture et vêtements, parce que le vêtement est une architecture portative. Elle a une pensée structurelle du vêtement, vraiment. C'est une coupeuse et ce qui m'intéresse, moi, c'est comment ça tombe et donc du coup comment ça vient redessiner le corps, plus que un rapport aux couleurs, ce genre de choses. Et qui vient soutenir le corps du comédien plus que être une couche supplémentaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près? Non, mais je peux essayer de préciser. Par rapport à la temporalité, on est dans un espace contemporain. Oui. Toujours contemporain? Presque. D'accord. Bon, ben voilà. Mais alors sur le costume, par rapport au costume historique. Enfin, oui, historique, il n'y a pas que contemporain historique, mais disons que le costume peut prendre en charge une temporalité qui n'est pas automatiquement contemporaine ou baroque, et il peut y avoir aussi des passerelles, comme il peut y avoir des passerelles au niveau de la scénographie.
des passerelles entre plusieurs époques évoquées. Ah oui, Possiblement. bon là il se trouve que c'était pas le propos du Oui, spectacle. non, non. Sur Abbey Warburg, effectivement, on vient citer le 19e, mais on vient le citer vraiment à l'endroit coupe et structure, plus que image. Et ce que je voulais dire, alors, par rapport à la question de l'historicité des costumes, comment dire, dans la lecture qu'on a du vêtement, alors il faudra qu'elle soit là pour en parler, l'image historique que l'on véhicule à différentes époques se transforme. C'est-à-dire que la manière de faire du costume historique dans les années 70 n'a plus rien à voir avec... Donc on reste quand même... C'est là où on n'est jamais véritablement historique, on est toujours dans une lecture contemporaine de l'historicité. Et ça, les films font la même chose, mais c'est très contextuel et circonstanciel. Mais moi, à ce jour, la question... est-ce que je suis en train de réfléchir? Non, je ne l'ai jamais fait. Non, j'ai envie de... Il y a quand même une sorte de culture du présent qui, dans mon travail, m'intéresse. Et vous aviez une deuxième question, que j'ai oublié sur... Ah oui, au départ. Haha. Ben, c'est presque ça. C'est presque ça. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai aimé son travail dans le dessin. Je lui ai dit, j'aime son travail de dessin. Je lui ai dit, j'adorerais avoir tes dessins au plateau. Comme on fait, on a ri. Non, et c'est très constitutif du travail, c'est-à-dire tout ce rapport au jeu et au ludisme dont j'essaye de ne pas avoir peur, parce qu'on se dit quand même c'est un métier, c'est mon gagne-pain, donc il faut que je sois un peu sérieux. Mais oui, il y a un truc qu'on a cultivé de l'ordre de l'envie. De l'envie spontanée de se dire ça serait cool. Alors on échangeait parce que là ça s'est calmé avec la... vu qu'on n'a plus de projet en cours, mais dès qu'on voit une image qui nous interpelle et on se dit ça serait rigolo d'avoir ça sur le plateau, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ça serait rigolo ci, ça serait rigolo ça. Et c'est après, au moment de la répétition, qu'il y a des choses qui se resserrent, qui fait que dans ce qui est visible, il y a un quart véritablement de ce qu'on a convoqué. On est plutôt dans une recherche... de se faire marrer, en se disant si nous ça nous fait marrer ou que ça crée du sens ou nous interpelle, ça doit en faire marrer d'autres ou créer du sens pour d'autres personnes. Mais comme ce matin, je viens de Lyon, je suis implanté à Lyon, et il y a le grand chantier là de rénovation de la gare de Pardieu, et il y avait des effets de profondeur et de... c'est-à-dire qu'il y avait un filet de protection du chantier, un échafaudage et donc des bonhommes qui se baladaient, le bâtiment qui n'a pas encore sa façade et encore derrière la rue. Donc on avait une sorte de traversée comme ça qui donne une incongruité spatiale totale, mais qui est sublime. Et que là, tout d'un coup, on s'envoyait ce genre d'image. Et là, je me dis, je ne sais pas ce qu'il faudrait mettre dedans, mais on est de cet ordre-là, quoi. D'une production de documentation. Je vous ai pas montré, mais avant ça, il y a comme les images de Polo qui est en train de monter sa serre, où ça s'inscrit comme ça dans une pratique quasi quotidienne. Donc qu'est-ce qui a vraiment précédé à tout ça et par où on a commencé? Il se trouve qu'entre-temps, en plus, on a fait une édition, mais c'était une commande qui venait plutôt de son côté, etc. C'est plus des histoires de vie après... Et après la commande, si ça se passe dans un atelier, comme premier degré évident. Mais après, par exemple, sur le rapport à la couleur, alors que l'atelier, on avait le sentiment qu'il fallait avoir un langage technique à l'endroit de la couleur, et finalement, on s'est entendu sur le fait que ça soit un rose. Il y a du orange fluo et du jaune fluo, mais aussi un rose fluo qu'on retrouve à beaucoup d'endroits, comme justement une sorte de bizarrerie qui fait qu'on est bien dans un endroit spécifique et dans une esthétique spécifique. Mais là, après de vous dire pourquoi le rose, je ne saurais pas. Je sais juste que
que ma costumière et ma scénographe, elles ont dit ah ouais, du rose, ça sera super. Non, je veux pas rentrer dans ma caricature, mais et que pourquoi pas. Je vais essayer d'aller vite parce que ça a suscité pas mal de réflexions et puis moi des questions ou je sais pas, des propos en tout cas sur lesquels vous pourrez ou pas réagir. Et puis il y a une question qui est venue par le chat de YouTube, de gens qui nous suivent en ligne. Voilà, la première chose que je voudrais peut-être remarquer, c'est une remarque plus qu'une question, c'est que effectivement entre la citation de Bouchain, le permis de faire, la question du chantier, la question de la matérialité. Moi, j'ai pris des notes, hein, le déjà là du bâti, l'existant, le contexte, la définition de l'architecture intérieure, en fait, celle qui est un peu officielle, c'est concevoir à l'intérieur c'est concevoir dans le cadre bâti. Concevoir dans le cadre bâti. Et donc là, on est plus dans mettre des textes dans le cadre bâti, mettre de la pensée, la faire évoluer. Et donc, je peut que remarquer qu'on est en plein dans les préoccupations d'une école d'architecture intérieure, enfin véritablement. Et tout ça, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que effectivement, le décor, je le rappelais tout à l'heure, lorsque Patrick Bouchain était dans l'école, c'est un diplôme de décorateur. Puis il était juste au moment où, on en parlait il y a quelques mois avec lui, juste au moment où il y a eu le basculement vers l'architecture intérieure. Et en fait, est-ce que, ça c'est peut-être une première question, est-ce que le décor finalement, est-ce que c'est pas de l'espace ? Enfin, contrairement à l'idée peut-être reçue qui est une idée de plaquage, de quelque chose de rapporté en 2 dimensions, au sens de la profondeur, ce fameux creux, espace creux dont vous parliez, et qui reçoit quoi du texte, c'est-à-dire de la pensée. Enfin, voilà. Et je pense que ça, c'est quand même une clé dans la conception. J'ai derrière moi Yann, avec qui on discutait il n'y a pas très longtemps de ces questions-là aussi, sur la relation à l'existant, à l'âme des lieux, à son caractère, à son identité, et que je trouve alors particulièrement fort dans la manière dont vous en parlez. Ces cages de scène qui sont toutes différentes, alors qu'elles pourraient être au contraire des espaces complètement neutres, et qu'elles racontent déjà quelque chose par elles-mêmes. Et ça, je pense que c'est le premier travail d'un architecte d'intérieur, c'est-à-dire de prendre la notion des lieux. Et puis alors, vous avez parlé d'Abby Warburg et de ce spectacle, c'est très intéressant parce que les analogies formelles que faisait Warburg sur l'iconographie, j'allais déjà employer l'iconologie, parce que c'est quand même l'inventeur de cette discipline. Moi, je suis historien de l'art de formation, donc ça me passionne. Mais il se trouve que la semaine dernière, on avait un séminaire sur la question de la pédagogie, et Jean-François Berthe, qui a écrit un ouvrage sur les lieux de savoir, les lieux de connaissance et entre autres les bibliothèques, s'intéressait à la manière dont on organise les bibliothèques. Il s'intéresse aussi aux postures, c'est-à-dire aux postures de la lecture. Et donc dans le théâtre, on connaît ça aussi. Et il évoquait la bibliothèque d'Abby Warburg qui crée volontairement des non-classements pour déclasser les livres et pour créer des sortes d'intertextualités, en fait, comme on les appelle aujourd'hui dans les domaines des sciences humaines. Et donc, comment la matérialité créer de la pensée, c'est-à-dire que inversement de ce qu'on penserait habituellement, où le penser va produire du faire, on les sépare strictement, alors qu'on voit bien que c'est un jeu d'aller-retour permanent et qui là nous intéresse, puisqu'on est constamment dans ces écoles on est dans des écoles qui à l'origine sont des écoles d'art appliqué à quoi on ne sait pas très bien, c'était à l'industrie à l'origine, mais cette idée du faire et de la pensée et du faire qui sont complètement liés, on ne peut pas penser sans faire, on ne peut pas faire sans penser. Voilà, ça c'était un peu les réflexions que votre intervention m'a suscité. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que c'est absolument passionnant. Je vois aussi que, évidemment, Laure a quelques arrière-pensées lorsqu'elle prépare le programme. Et tout ça n'est pas non plus totalement hasard. Et puis, il y a Johanna qui fait partie du master spécialisé de la promo de cette année, qui était en ligne et qui nous posait une question. Et elle disait, pourriez-vous, d'une certaine manière, rapprocher votre rapport au jeu dans le spectacle et la mise en espace au mouvement artistique des situationnistes? Je vois que la question a fait mouche. Oui. Oui. Oui, tout à fait. D'où le fait que dans Chitanova, on citait même Debord, et sur et cette notion de la dérive, du montage par dérive. Oui,
Oui, c'est un courant artistique qui se prêtait à des expériences, d'exploration ou de création, et avec ce présupposé que, d'où le fait que ça s'appelle les situationnistes, le fait que la beauté est toujours une situation, une congruence d'éléments qui font que par le jeu des hasards, c'est pas tout à fait le hasard, par le jeu, oui, c'est cet endroit d'un instant T qui fait que la beauté apparaît. Et du coup, de là, pour essayer de faire apparaître la beauté, ils se donnaient des règles du jeu très précises. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la question du hasard, pour essayer d'atteindre cet inattendu tant attendu du beau. Ou de la pensée ou de la fulgurance. Qu'est-ce que je pourrais citer, ou alors de se laisser aller ou d'être à l'écoute de leurs affects dans la manière de dériver dans la ville. Une expérience qui a été tentée, alors je ne sais plus c'est lesquelles, mais ils se sont dispersés dans 2 points du territoire, et en se disant on ne dit pas où on se retrouve, mais on se retrouvera un jour. Et ce qui compte, c'est toute cette trajectoire pour se retrouver, où il leur est arrivé plein d'expériences, et à un moment donné, véritablement, ils se sont retrouvés. Voilà ce que je peux dire rapidement sur les situationnistes. Et ouais, ça donne lieu à tout un ensemble d'expériences artistiques, et dans un climat un peu d'avant-garde qui essaye de déconstruire les codes esthétiques des beaux-arts. Que dire de plus, voilà. Et l'une des figures les plus emblématiques, c'est Guy Debord, et qui a réalisé, je vais me tromper, mais je vais y aller quand même, c'est une carte psycho-affective de la vie de Paris, psycho-affective, c'est le terme, psycho, je sais plus quoi, pardon, psychogéographique. C'est moi qui l'ai retraduit, qui l'ai repensé comme ça, mais où il a recomposé une carte de Paris, en gros, à partir de sa lecture affective du territoire. C'est des choses qui sont désormais complètement intégrées, qui nous étonnent presque plus, mais ils ont fait partie des précurseurs. Et je réagis parce qu'effectivement, ça se traduit en paroles et en texte. Mais je dirais même, et ce que je présupposerais, c'est plutôt d'abord le corps. Et que le texte ou la parole est la prolongation du corps. Et il se trouve que cet automne, je suis invité par le Festival Experimenta à Mélan, qui est un festival art-sciences, et je suis en train de travailler sur une forme sans texte, où ce ne sera pas un geste dansé, ça sera un geste théâtral, mais sans texte, avec les mêmes principes, et ça rejoint la question que vous me posiez sur la réutilisation. Alors je ne sais pas encore ce que ça va être. Si, j'avais une bétonnière sur bâtir, et j'ai envie de ramener ma bétonnière. J'aime cet objet. Et je vais vous parler d'autres choses juste après. Oui, et d'être surtout à l'endroit du recueil du corps, c'est-à-dire que la scénographie rende possible certains états du corps. C'est-à-dire, par rapport à tout ce que vous disiez sur la matérialité qui produit des idées, ou qui produit même plutôt une parole, sur la question de la lecture, on peut considérer la lecture comme une activité qui aurait plutôt attrait à une forme pas de passivité, mais en tout cas où on serait dans une attitude de repos, et reconsidérer la lecture comme un principe actif, et que derrière un livre, il y a bien un corps qui est présent, qui fait que on ne peut pas lire tout et n'importe quoi dans n'importe quel contexte et dans n'importe quelle position. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et on trouve moult textes sur ça, je pense à Massé, sur les cabanes, sur le fait que le lit comme cabane, qui fait que... Moi, j'adore lire allongé, par exemple, et que j'ai besoin, à certains moments, d'être dans cet état-là de corps pour pouvoir accueillir certains écrits. Ou alors, même, c'est l'expérience de la psychanalyse, de pouvoir accéder à un certain type de parole. Et on peut travailler avec les comédiens de la même manière. Fabriquer un espace pour que le comédien puisse atteindre un certain état de corps qui lui permette de dire ces mots-là. Donc, ouais.
Et oui, après, sur les méthodes de travail et sur la matérialité, je pense récemment, parce que j'ai découvert ce texte récemment, alors que c'est un tube, sur les villes invisibles de Calvino. Et j'ai eu du mal à appréhender cet écrit, je dois être sincère. Je ne savais pas pourquoi. Et en fait, il a fait une postface dans la réédition sur le fait que, en fait, il a plutôt travaillé comme un poète plutôt que comme un essayiste ou un romancier. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il a produit des villes. Vous connaissez cet écrit? Oui. Où il reprend la figure de Marco Polo qui s'adresse à l'empereur. Je vais écorcher son nom, Kukan, c'est ça? Et il raconte ses différents voyages, et c'est des villes invisibles, donc qui ont systématiquement un nom féminin, et chaque ville est une sorte de dérivation poétique sur un aspect ou un autre. La ville en réseau, la ville de la circulation, la ville de l'eau, je dis de tête et c'est presque déjà un peu loin, mais comme ça sur des thématiques. Et il se trouve que c'est 11 sections de 5 écrits, chiffrés de 5, 4, 3, 2, 1, chiffrés à l'envers. Et je me disais, en termes de structure, je panne rien, je suis paumé, ça, il m'agaçait, quoi. Là, pour le coup, l'arbitraire et l'énigme qu'il me posait me laissait extérieur. Et il se trouve que sur une réédition, il a fait une postface où il explique sa méthode de travail. Où c'est quelqu'un qui écrit d'une manière... il travaille sur plein de sujets en même temps. Et suivant les thématiques, il range dans des pochettes. Et quand une pochette est assez épaisse, il se dit, tiens, ça pourrait faire un livre. Et de là, il trie, et il est dans la matérialité, il trie ses écrits et il identifie les manques. Et de là, il vient écrire les manques pour finaliser l'œuvre. Et pour moi... peut-être pour d'autres, mais tout d'un coup, c'est pour ça que de laisser apparaître les trucs de construction, moi, m'importe. Dès que j'ai eu accès à ça, j'ai pu lire réellement ce qu'il était en train de me proposer. Parce que tout d'un coup, j'étais pas face à une image... c'est pas que je cherche à tout prix à savoir comment c'est fabriqué, mais cette imagination de ranger dans des pochettes qui est très concrète, tout d'un coup m'a permis d'être dans son rythme de parole et de me dire, de ne pas chercher des liens là où il n'y en avait pas, et de, je sais pas, de me déplacer moi-même et de mettre un corps derrière tout ça. Et ça a rendu ma lecture autrement plus active. Et c'est là où Tim Ingold m'intéresse en termes d'expérience, c'est-à-dire que dans une époque, et c'est là où ça peut commencer à rejoindre des considérations d'ordre moins esthétique et plus politique, dans une époque comme la nôtre qui aurait plutôt tendance à vouloir fabriquer du lisse ou des objets dont les traces de fabrication ont tendance à vouloir être camouflées ou lissées, le fait de se dire que derrière n'importe quel objet, il y a une main humaine qui a eu un certain nombre d'actions, et peut-être par l'intermédiaire d'une machine ou d'un ordinateur, qui a bien un corps derrière des ordinateurs, moi, ça me permet d'accéder à une lecture et une compréhension du monde tout autre. Et de penser, de m'interroger, parce qu'on nous dit dématérialisation, mais dématérialisation pour en faire l'épreuve, parce que c'est ça le terme, avec les différentes administrations, je peux vous dire qu'il y a un corps qui est derrière l'ordinateur, qui est en train de remplir des formulaires avec des listes déroulantes de machin, de pièces jointes, machin, etc., qui scanne, qui imprime, qui signe, machin, etc. Et que du coup, la dématérialisation n'existe pas. On est en train juste de qualifier une expérience qui est très corporelle et très matérielle, qui induit et un usage des matériaux et des structures de bâtis, parce qu'on s'est tous interrogés sur nos espaces privés qui deviennent des espaces de travail, etc. etc. Et ça m'intéresse, moi, d'interroger cet endroit-là sur le geste de la fabrication, la corporalité. Oui, voilà, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé là. Décor, ouais. Et après, du coup, sur des considérations plus générales, et même, je sais pas, dans les choses qui m'amusent et qui me touchent, et on peut s'interroger, c'est que le livre qui est par l'imprimerie, qui est apparu et qui est devenu comme ça l'endroit de
d'une forme de vérité, mais qui est presque une forme de vérité parce que qui a une esthétique de la vérité, j'ai envie de dire, avec des mises en page absolument lisses. Quand on se redit que les premiers écrits et les premiers copistes, on était plutôt dans la retranscription de la parole et donc du coup un certain geste de la reproduction et donc du coup quelque part dans quelque chose de plus vivant, ça permet pour moi de faire l'expérience des livres d'une autre manière, comme champ de force et pas comme objet fini, comme objet en cours dans l'expérience de la lecture, plus que comme œuvre figée et comme objet œuvre. Voilà, dans la réflexion, je dis ça de manière un peu allusive, parce qu'il faudrait être plus précis, mais ça m'intéresse, c'est que ça permet quelque part de résister à moi j'ai toute une polarité entre de résistance, de réflexion entre la fabrication, quand je dis la fabrication d'un produit, c'est-à-dire d'un objet qui serait figé, et essayer de retrouver des espaces de jeu, des terrains de jeu qui seraient plutôt des sortes de champs, des endroits de champs de force, quoi, où des choses actives se passent. Et pour autant, je vais pas dans le participatif, parce que ça pourrait être ça le gimmick inverse. Bref, je suis en train de... Là, vous me laissez en roue libre, c'est pas bien. Faut me recadrer tout de suite. Ouais, justement, en rebond par rapport à ça, moi, ça me fait beaucoup penser à toutes mes études à Camondo. Cet aller-retour que des fois qui nous manquait de cet aller-retour entre faire, penser, faire avec des vrais corps et penser toujours un objet un peu dans notre imaginaire, dans notre bulle lointaine. Et du coup, ça me fait penser à vos projets que vous faites en partenariat avec des écoles, mais aussi vous avez fait un projet avec des lycéens qui s'appelait Le Grand Dehors, où d'où est sorti ce terme du Grand Dehors, le rapport des fois de tout d'un coup se dire, en fait, quel est notre corps dans l'espace et avec ces objets. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet avec ces lycéens, comment est-ce qu'ils ont réagi, ce qui en est sorti? Oui. Suivant tout ce que je vous ai dit, et je ne l'ai pas peut-être dit sur Bâtir, mais le présupposé de l'utopie dans laquelle ces personnages se lancent, et Francis en particulier, c'est une question de relation au plaisir. Parce que la question du plaisir rentre dans mes champs d'interrogation. C'est passé à un certain moment sur la relation au plaisir qui était exclusivement orientée sur la question érotique et sexuelle, mais aujourd'hui je l'élargis entre autres par le passage par l'utopiste Charles Fourier qui pense la question du travail, la question de la vie intime, de l'alimentation et tout ça. Donc je parle de la question du plaisir de manière générale. Et il se trouve que j'avais une commande du CDN de Dijon où ils ont fait un grand festival avec des publics amateurs et des scolaires en particulier sur de la création d'œuvres. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le cadre d'action culturelle où on est dans un cadre d'enseignement, ou voilà, mais vraiment création d'œuvres. Et donc de collaborer avec des jeunes en vue. Alors il se trouve que moi, la commande était un objet exposition, installation. Et j'ai mobilisé ces jeunes. Alors, on était dans un lycée agricole, donc pas du tout des profils artistiques ni littéraires. C'était des sections vente de produits frais, je crois. Je les ai mobilisés autour des lieux, ça faisait suite à un précédent projet, mais des lieux dans lesquels ils estiment éprouver du plaisir. Et on a observé ces lieux et d'un point de vue au travers d'exercices d'écriture automatique et avec des consignes de jeu pour essayer de lire ces lieux-là, et au travers d'images et de reproduction de ces images. On est aussi passé par des jeux autour de justement de corps, de se dire c'est quoi les corps qu'on a dans ces espaces. Et c'était assez. Donc j'avais tout ce matériau-là qui ensuite a été monté pour essayer de mettre en récit leur vision. Et ce qui est apparu, j'ai été comment dire, j'ai été étonné de leur lecture de certains lieux. Parce que c'est là où je me rends compte à nouveau à quel point je vis dans un univers restreint, mais pour eux, les lieux de plaisir sont les galeries commerciales. Alors, bêtement, on se dit,
bah oui, les jeunes, c'est la consommation, etc. Et en fait, non, pas du tout. C'est qu'il y a un rapport au calme de ces espaces et à la chaleur surtout qui y règne, qui, comme en plein hiver, est le seul endroit où on ne leur demande pas de payer un café ou un coca, et où ils peuvent s'asseoir et se réunir au chaud. Et voilà, et il y a eu comme ça tout un ensemble d'observations qu'ils ont pu avoir du territoire essentiellement urbain. Il y avait quelques personnes qui m'ont un peu emmené à la campagne, où c'était passionnant, et c'est là où, par le prisme de pratiques artistiques variées, ils ont une lecture assez pertinente de ce qui se passe dans ces espaces, même si eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. C'est parce que dans l'écriture automatique, tout d'un coup, il fait chaud. Ah ouais, il fait chaud, ah ouais. Et comme quelque part, ça amène une forme de conscience sur l'expérience de ces lieux. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ça va. Bon. Et du coup, voilà, non, et c'est des publics qui sont formidables pour conduire des projets artistiques, parce que justement, on les entend pas à l'endroit où on imagine. C'est pour ça que je me suis tourné, pareil, dans le fait sur des publics dits en difficulté, parce que c'est un autre sujet, quoi, sur la question de l'action sociale, mais où il y a des choses très belles qui peuvent se passer. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. T'as pas eu d'autres chats qu'on n'aurait pas vus non plus? Pas d'autres questions sur le chat. Ok. Merci beaucoup, Raphaël, en tout cas, pour cet échange. Plein de choses. Merci. Merci de votre écoute. Et donc, le 24 mars aura lieu la deuxième séance en présence de Quentin Rioual, qui est spécialiste de la fin du 19e, début 20e, et du glissement aussi, la notion de décor à la notion de scénographie.